Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour à tous, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado Scalpel sur le sel. Lors de ce balado, nous aborderons la prise en charge initiale du patient traumatisé avec ma collègue Dr Mylène Marchand, chirurgienne au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Dr Marchand a étudié sa chirurgie à l'Université de Sherbrooke, puis réalisé une formation complémentaire en traumatologie à Toronto. Si on commence d'emblée par un petit cas avec un contexte rapide, un jeune homme de 20 ans qui n'avait pas mis ses pneus d'hiver puis a fait une embardée sur l'autoroute 10 à 100 km/h. À son arrivée à l'urgence, c'est quoi les premières choses à évaluer puis dans quel ordre? Merci André, merci pour l'invitation. Donc premièrement, chez ce jeune homme, avant même qu'il soit arrivé, je pense il faut connaître son équipe, se préparer. Je pense que la préparation c'est primordial. Déterminer qui est le leader, il est où votre équipement, qui va être présent, puis va participer à la réanimation du patient polytraumatisé. Et évidemment, on se prépare à réchauffer la salle, on se protège, puis c'est ça. Fait que par la suite, une fois que le trauma arrive, je pense que c'est important d'avoir une petite histoire brève des ambulanciers. Donc, l'histoire de l'accident, est-ce qu'il y a eu des tonneaux, est-ce qu'il y a eu des décès sur les lieux de l'accident, est-ce qu'il y avait beaucoup de sang. Puis par la suite, on peut débuter la réanimation. OK, donc quand commence la réanimation, le patient arrive à l'urgence, c'est quoi les premières choses à faire ou qu'est-ce qu'il faut penser en premier? Mais ça, il va avec la méthode ATLS que tout le monde connaît. Je pense que c'est important de le suivre, puis encore plus important de le suivre chez un polytraumatisé instable. Là. Donc, tout d'abord, on évalue son airway. En fait, on n'a pas de ligne directrice définitive pour les indications d'intubation chez les patients, mais au moins, on peut regarder est-ce qu'il nous parle, est-ce qu'il y a du sang au niveau du airway, est-ce qu'il y a quelque chose qui obstrue son airway. Donc ça, c'est important à la base. Puis par la suite, les indications, on connaît les grandes lignes d'intubation, c'est obstruction du airway, hypoventilation, hypoxémie. Sinon, c'est sûr que les traumatismes crâniens, normalement, on va parler d'un Glasgow en bas de 8 qu'on se prépare à intuber également. Puis, évidemment, les chocs hémorragiques sévères ou encore des patients en arrêt cardiaque, éventuellement, on va les intuber. Ensuite de ça, il y a les indications un peu relatives d'intuber les patients, là, donc trauma crânien, surtout trauma facial là, sévère, les brûlures, le moindrement que ça implique, on pense que ça a impliqué le airway, encore les patients intoxiqués, agités, ou encore c'est discutable pour les Glasgow en 9 et 12 également. OK, donc ça c'est pour les indications, pour le airway, l'intubation, le collier cervical, dans tout ça on y pense quand? Toujours. Fait que je dirais toujours là, pour la plupart des patients et de ma gang de résidents, je dis toujours. Fait que le collier cervical, la seule indication qu'on ne mettrait pas de collier cervical, c'est que si vous avez une histoire claire de trauma pénétrant sur un endroit du corps, puis il n'a pas été tabassé, ce patient-là, il n'y a pas eu d'autres mécanismes contondants, je pense que ça serait correct. Et que le patient, évidemment, n'a pas de symptômes neuro, ça serait correct de ne pas mettre le collier cervical. Dans tous les autres cas de traumatisme, je pense qu'on devrait mettre le collier cervical. Ça, on parle, disons, de quand le mettre. Puis maintenant, si on veut tout fermer la boucle du collier cervical, comment on fait pour l'enlever? Fait que il y a 2 échelles là, à l'urgence qu'on peut suivre pour déterminer si les patients ont besoin d'imagerie ou pas. Fait que souvent, dans la littérature, on va parler soit de le Nexus ou le Canadian C-Spine Rule. Là. Fait que vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais le Canadian C-Spine Rule, en gros, c'est les patients qui ont eu des mécanismes haute vélocité, le moindrement qui sont en haut de 65 ans ou le moindrement qui présentent des symptômes neuro, on devrait faire de l'imagerie. Puis l'imagerie, encore là, c'est
pour le moment, les algorithmes disent radiographie. De plus en plus, dans les congrès, principalement les congrès américains, on recommande de faire plus un scan qui est beaucoup plus sensible pour détecter les lésions cervicales que la radiographie. Mais pour le moment, on ne peut pas encore conclure que le scan est meilleur, définitivement meilleur. On n'a pas assez d'études, pas assez de preuves pour démontrer ça. Donc, ça demande encore une radio. Souvent, le scan est plus employé, là, mais on pourrait se permettre de faire une radiographie. C'est juste de savoir, je pense que la sensibilité est très faible pour une radiographie. Okay. Fait qu'il y a des échelles dans la littérature pour nous aider à guider est-ce qu'on fait de l'imagerie ou non. Mais c'est sûr que si on a un jeune patient qui n'est pas intoxiqué, pas de symptômes neuro, qui n'a aucune douleur cervicale, avec pas un mécanisme dangereux, quand on parle de mécanisme dangereux, c'est tonneau ou chute d'une grosse hauteur ou encore les fameuses motos, piétons versus auto également. Là, fait que ça, c'est tout considéré comme des mécanismes dangereux où on devrait faire de l'imagerie. Mais si on n'a pas cette histoire-là, on pourrait se permettre d'éclairer la colonne à l'urgence. Maintenant que la voie aérienne et la colonne cervicale sont protégées, on fait quoi avec le patient? Je pense qu'on est rendu au B, là, d'évaluer le B. Il y a 4 grands diagnostics à déterminer dans le B, là. Fait que c'est pas très grave si on passe à côté de la seule fracture de côte, là. Mais au final, ce qu'on veut attraper dans le B puis qui va tuer votre patient, si on manque à côté, on passe à côté, c'est-à-dire c'est pneumothorax sous tension, pneumothorax ouvert, hémothorax massif, puis un patient là, avec un volet thoracique, puis éventuellement des bonnes contusions pulmonaires qui peuvent altérer son état respiratoire. OK. Puis si on parle donc de pneumothorax, hémothorax, on va parler de drainage. Comment on va faire le drainage? Il me semble qu'il y a une grosse mouvance récente sur des drains beaucoup plus petits que quand moi j'étais résident où le plus gros était le mieux ou presque. Donc c'est quoi maintenant l'étalon d'or pour le drainage? Fait que je pense que c'est de savoir, mettons, avec la 10e édition de la TLS, définitivement, la décompression à l'aiguille au 2e espace intercostal, c'est mis de côté pour le moment. Ce qu'on recommande pour l'installation d'un drain thoracique ou encore décompression à l'aiguille, c'est vraiment au niveau du 5e espace intercostal, où on a moins de muscles, c'est un peu moins épais comme paroi à ce niveau-là, puis on a plus de chances de succès. Mais ce qui est encore mieux, je dirais, pour le moment, c'est vraiment la décompression au doigt, qu'on voit aussi dans la littérature comme finger thoracostomy. Fait qu'au lieu de faire une décompression à l'aiguille, on fait vraiment les premières étapes d'installation de drain thoracique, là, fait qu'on se rend dans la cavité pleurale, puis une fois que ça c'est fait, bien là, après ça, on peut prendre notre temps pour installer un drain ou un pigtail. Donc, de plus en plus, on a des études qui sortent que le pigtail est équivalent au drain thoracique, puis même, on aurait un meilleur drainage à l'installation avec le pigtail pour ce qui est des hémothorax. Donc, de plus en plus, on se dirige vers le pigtail qui est beaucoup moins douloureux. On n'a pas plus de complications pour l'instant dans les études non plus. Donc, le pigtail est sécuritaire en traumatologie. C'est sûr que si vous avez un patient vraiment qui présente une grande instabilité hémodynamique ou encore qui est en arrêt cardiaque traumatique, je pense que la place du pigtail est un peu moins là. Je pense qu'on favorise encore un drain thoracique. Puis un drain thoracique, on parle d'environ 28 à 32 French. Là. C'est pas obligé d'être 40 French comme les années auparavant. Parfait. Puis si on parle de drainage d'hémothorax, est-ce qu'il y a encore des quantités après lesquelles il faut clamper le drain, appeler un chirurgien thoracique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est des mythes, là, tout ça, là. Fait que l'œdème de réexpansion puis clamper des drains, donc ce qu'il y a à sortir est mieux de sortir maintenant. Donc, j'aurais tendance à dire ne clampez pas de drain. Puis on a la gâchette même un petit peu rapide pour aller en VATS, vraiment enlever les caillots puis permettre aux poumons de se réexpandre plutôt que d'attendre 2 semaines avant de réaliser que finalement il reste un hémothorax résiduel. Parfait. Puis si on va maintenant vers l'air, donc le pneumothorax, est-ce qu'on draine tous les pneumothorax en trauma ou bien il y a des indications où on peut se retenir? Bien, c'est sûr que tout ce qui est pneumothorax occulte découvert au scan, je pense qu'on pourrait se permettre là, vraiment de faire un traitement conservateur sans drainage. Mais il y a quand même des associations de trauma là, qui ont émis des guidelines pour ce qui est
des indications de drainage de pneumothorax. Là, fait que, normalement, on parle à peu près du cut-off de 3,5 cm. Là, fait qu'un décollement de 3,5 cm au scan, ça serait recommandé de mettre soit un pigtail ou drain thoracique pour permettre la réexpansion. OK, donc si je compte bien, on a fait A, on a fait B, on est sûrement rendu à C. Qu'est-ce qu'on fait avec la circulation? Fait que la circulation, je pense, c'est important d'avoir des signes vitaux si on est rendu là, puis les infirmières n'ont pas encore branché les affaires. Je pense que c'est important là, dans le C d'avoir des bonnes voies veineuses, d'avoir des sets vitaux, une pression, une tension artérielle, un pouls. Puis de notre côté, comme chirurgien, c'est sûr, contrôle d'hémorragie externe, mais ça va de soi. Là, si on voit un saignement, on devrait essayer de faire une compression. Puis ensuite de ça, une fois que le contrôle de l'hémorragie externe est effectué, je pense qu'il y a des cavités là, vraiment à éliminer comme source de saignement. Fait qu'on parle de intrathoracique, hémopéritoine massif, rétropéritoine, fracture de bassin, puis également les fractures des os longs. Là. Fait que c'est vraiment ces grandes cavités-là qui peuvent rendre notre patient hémodynamiquement instable. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment on fait la réanimation volémique. Maintenant qu'on a fait le ABC, il y a eu plusieurs modes, donner beaucoup de soluté, donner des produits sanguins précocement, faire du 1 pour 1 pour 1, puis il y a eu tout plein de modes avec des chiffres différents. Où est-ce qu'on est rendu dans tout ça? Je pense plusieurs années passées, c'était vraiment de donner des cristalloïdes, puis on s'est rendu compte que finalement, on avait beaucoup de problèmes avec ça, de syndrome du compartiment, des abdomens qui ne ferment pas, des fistules entéro-atmosphériques. Éventuellement, on est venu à vraiment au ratio 1 pour 1 pour 1, donc donner le même nombre de kilos de plasma frais et de plaquettes. Donc, on pense qu'on a un impact sur la mortalité. On diminue la mortalité en respectant ce ratio 1 pour 1 pour 1 là, puis on est encore plus capable de le faire avec l'implantation des protocoles de transfusion massive. On a parlé aussi dans les dernières années d'hypotension permissive, là, mais je pense un mot sur ça, je pense l'hypotension permissive, on pense que de maintenir des pressions pas trop hautes, autour de 90-100, ça permet de moins déloger de caillots pour que les patients saignent moins. Par contre, les études qui appuient ça, il faut se rappeler que c'est des patients souvent très jeunes et très en santé. Donc, ça ne s'applique pas à notre clientèle usuelle québécoise, là. Donc, il faut quand même faire attention avec l'hypotension permissive. Là. Je pense que c'est correct d'avoir des... Mais on ne vise pas des pressions non plus à 140, 150 de systolique non plus. Je pense fait que pour le moment, c'est encore le ratio 1 pour 1 pour 1. Tranquillement, pas vite, dans les congrès, tout ça, on parle du whole blood. Donc, vraiment, un produit sanguin qui comprend à la fois les globules rouges, les plaquettes et les plasmas frais congelés. Donc, tranquillement, pas vite, j'imagine dans le futur qu'on va se diriger vers là, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Il n'est pas disponible au Canada encore pour ce qui est de la population civile, là, fait qu'il est disponible pour les forces armées canadiennes. Puis, actuellement, il y a 2 études contrôlées randomisées qui sont en cours aux États-Unis pour voir si ça a un impact sur la survie de donner du whole blood versus ce qu'on fait actuellement, le ratio 1 pour 1 pour 1. OK. Puis de façon générale, c'est quoi le critère pour activer à ce moment-là un PTM? Fait qu'il y a quelques scores là, dans la littérature. Fait que c'est pas juste au pif, comme on dit. Mais des fois, on parle de plus... Si on pense qu'on va donner plus de 10 produits sanguins en 24 heures, ce que je trouve difficile des fois à évaluer. Il y a ce qu'on appelle le ABC score, là, fait que, qui existe dans la littérature, qui peut nous aider à se prononcer si on va avoir besoin d'un protocole de transfusion massive. Puis dans le fond, c'est un score basé sur 4 critères. Fait que normalement, on parle de ce qui est traumatisme pénétrant, le moindrement que le patient il y a une tension artérielle systolique en bas de 90, un pouls en haut de 120 ou encore un FAS positif. Fait que le moindrement qu'il y a plus de 2 points là, dans les 4 éléments que je vous ai mentionnés, il risque d'avoir besoin de transfusion massive. Donc, on devrait lancer le protocole de transfusion massive à ce moment-là. Fait que c'est un des scores, si on veut, qu'on utilise, là, ou encore, en pratique, souvent, si on voit qu'on a besoin de plus de 4 kilos à l'heure, bien souvent, c'est pas mal comme ça. Moi, je le gère, là, qu'on lance le protocole. Donc, on est en train de parler de la réanimation volémique.
Quand est-ce qu'on arrête? Quel genre de pression on vise? Est-ce qu'il faut vérifier l'INR une fois de temps en temps? Est-ce qu'on vérifie les plaquettes? Quand est-ce qu'on fait les contrôles de tout ça? Mais c'est sûr que si vous avez la chance d'avoir un protocole de transfusion massive dans votre hôpital, c'est ce que ça permet de faire finalement, là, de calculer le ratio 1 pour 1 pour 1, puis également il y a des labos, du calcium, tout vient avec ça, là. Mais en gros, tu sais, quand on est en protocole de transfusion massive, on va se fier beaucoup INR, PTT et également le fibrinogène qu'on va suivre en aigu, là, à savoir si le patient saigne encore ou pas. Donc, c'est sûr que si le moindrement que l'hémoglobine est entre 80 et 100, on a un INR quand même autour de 1,6 ou encore un fibrinogène en haut de 1,5, on est content. Puis si le moindrement que vous êtes allé au bloc avec ce patient-là, puis on sait que ça semblait être sous contrôle, on pourrait se permettre d'arrêter le protocole de transfusion massive. C'est sûr qu'en protocole de transfusion massive, on vise des TAM autour de 65, une tension artérielle systolique qu'on aime bien en haut de 90 définitivement. C'est sûr qu'en traumatisme crânien, on vise plus haut que ça, là. OK. Puis l'acide tranexamique, maintenant, on dirait que c'est quasiment bon comme dans l'eau bénite. Là. On en donne à qui? Fait que l'acide tranexamique, je pense que ça coûte pas cher. On a une bonne étude qui s'appelle CRASH2 là, en trauma qui impliquait 20 000 patients là, qui nous a démontré qu'il y avait quand même un impact à donner de l'acide tranexamique à nos patients. Normalement, on va essayer de donner l'acide tranexamique ou le cyclocapron, là, qu'on l'appelle aussi, là, en moins de 3 heures depuis le traumatisme. Donc, il y aurait même un effet délétère sur la mortalité si on le donne en haut de 3 heures. Donc, on vise... Fait que c'est pour ça que normalement, l'acide tranexamique, j'essaie de le rentrer également dans l'évaluation du C. Donc, si on a un patient qui est hémodynamiquement instable, il devrait recevoir du cyclocapron. Les indications sont assez larges là, pour le cyclocapron. Donc, dès qu'on a un segment qui soit visible ou identifié, le segment majeur en salle de trauma, ou une pression en bas de 90 ou un pouls en haut de 100, ça serait les indications de donner le cyclocapron. Ensuite de ça, dans les dernières années, on a eu CRASH3, l'étude CRASH3 qui est également l'évaluation de l'acide tranexamique en traumatisme crânien. Il y aurait également un bénéfice à donner de l'acide tranexamique également en traumatisme crânien. Ça a un impact sur la mortalité. Le seul moment où on n'a pas vu d'impact, c'était vraiment les traumas crâniens sévères à l'arrivée avec un Glasgow à 3. C'est sûr que là, on a un peu moins d'impact sur ces patients-là. La façon de donner l'acide tranexamique, fait que normalement, dans la littérature, c'est encore 1 gramme en bolus sur 10 minutes, suivi d'une perfusion de 1 gramme étalée sur 8 heures. Il y a certains centres qui ont essayé de comparer 2 grammes, parce qu'il y avait beaucoup de patients qui ne recevaient pas la perfusion en 8 heures. Fait qu'on a également, là, si vous regardez un petit peu la littérature, il y a également le 2 grammes. Fait qu'il y a certains centres qui donnent 2 grammes d'emblée à l'arrivée. Ils ont essayé de comparer est-ce que 2 grammes est meilleur que 1 gramme, mais on ne le sait pas encore, on n'a pas encore la réponse. Je dirais que la plupart des centres encore au Québec donnent 1 gramme en bolus sur 10 minutes à la salle de trauma suivi de la perfusion. Et puis si on suppose un patient qu'on va opérer, qui a reçu son acide tranexamique, qui a une hémorragie massive, qu'on fait une chirurgie de sauvetage, est-ce qu'il faut le répéter, l'acide tranexamique, ou c'est une fois, puis c'est tout? Bien, normalement, c'est ça, c'est une fois suivi de la perfusion. Mais encore une fois, avec mes résidents, je dis, comptez pas là-dessus pour arrêter le segment, là. Fait que, tu sais, au final, ce que ça fait, l'acide tranexamique, ça diminue la mortalité à 28 jours. Ça n'arrête pas tous les segments majeurs, là. Parfait. Est-ce qu'il y a une quelconque diminution des transfusions avec l'acide tranexamique ou pas? Oui. Fait qu'on donne moins de produits sanguins, puis également, on voit pas de différence en termes de complications thromboemboliques. Donc, par rapport à la réanimation, la transfusion, est-ce qu'il y a des messages à retenir? Bien, je pense que c'est d'agir rapidement sur le segment, en ayant un contrôle soit par compression ou encore se rendre rapidement au bloc opératoire chez ces patients-là. Pour ce qui est de la réanimation, c'est de respecter encore le ratio 1 pour 1 pour 1. L'ATLS recommande encore le 1 litre de cristalloïdes, puis si on a évidence de saignement, d'y aller avec les transfusions. D'essayer de traiter l'hypothermie, traiter la coagulopathie rapidement également, puis penser également à administrer l'acide tranexamique
tôt dans votre réanimation. Parfait. Donc, on parlait de l'état de coagulation, mais va avec ça aussi les patients déjà anticoagulés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? Ben, c'est sûr que si le patient peut nous répondre quel agent il prend, puis ça fait combien de temps qu'il a pris l'agent, ça va nous aider un petit peu à savoir où on va. Là. C'est sûr qu'il y a plusieurs algorithmes dans la littérature, dont des algorithmes pour le renversement des anticoagulants. Ben, tu sais, si on parle de, par exemple, le patient est sous Coumadin, qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient-là? Qu'est-ce qu'on lui donne à l'urgence? Il est en trauma, on pense qu'il saigne, il est un petit peu hypotendu. Comment on gère ce patient-là? Est-ce qu'on rajoute des choses avec tout ce qu'on a déjà dit? Ben, je pense que c'est bon de se poser la question, est-ce qu'on doit le renverser ou pas? Là? Donc, on ne renverse pas tout le monde, le moindrement qui ont des contusions minimes, tout ça, on ne renversera pas les patients. Mais c'est sûr que si on parle de traumatisme crânien, un patient qui est sous Coumadin ou encore un patient qu'on risque d'apporter au bloc opératoire, ben, je pense que oui, il faut renverser ce patient-là. Pour ce qui est des algorithmes, ben c'est sûr que pour ce qui est du Coumadin, normalement, on va parler du Octaplex ou Beriplex là, qui est disponible dans les hôpitaux. Il y a normalement un algorithme à l'urgence également pour savoir c'est quoi la dose puis comment on administre ça. Là. OK, parfait. Puis si on parle des autres, donc, en gros, il y a nos 3 catégories. Là, on a parlé d'antagonistes de la vitamine K, ceux qui sont plutôt les inhibiteurs du facteur 2A, comme le dabigatran. On va faire quoi avec ce patient-là? À l'urgence, qui a par exemple une fracture du bassin, puis on sait de toute évidence il saigne, on veut aller en angio ou faire un pactage. Comment on le prépare? Bien, c'est sûr que pour le dabigatran, de moins en moins de patients prennent cet agent-là, mais on a un antidote spécifique pour cet agent-là, qui est le lidaruzine. Donc, on parlait maintenant pour renverser les inhibiteurs du facteur 10A, comme l'Eliquis, le Xarelto. On fait ça comment? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques? Fait que pour le renversement des anti-10A, on n'a pas d'antidote là, spécifique pour les anti-10A. Fait que normalement, on y va avec, si le moindrement qu'on veut renverser ce patient-là, on y va encore avec les concentrés de prothrombine qui est Beriplex et Octaplex. Donc, on est déjà au milieu de la présentation avec Dr. Mylène Marchand qui nous entretient sur la prise en charge initiale du patient traumatisé. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Donc, on est maintenant de retour avec Dr. Mylène Marchand sur la prise en charge initiale du patient traumatisé. Donc, maintenant qu'on a bien résumé la prise en charge initiale du patient traumatisé, on va approfondir quelques petits points. Si on débute avec le FAST, ça consiste en quoi? C'est quoi sa place? En fait, le FAST est utilisé fréquemment là, dans le C, mais principalement, il y a vraiment une belle utilité pour les patients qui sont instables hémodynamiquement à l'urgence, là, fait que pour identifier une source de saignement au niveau abdominal. C'est sûr que le FAST, il ne remplace pas le scan abdominal, dans le sens que parfois, en clinique, j'entends le FAST est négatif, donc on ne scannera pas le patient. Là. Mais il faut se rappeler quand même qu'on peut facilement manquer des traumas au niveau du grêle, du côlon, du diaphragme ou encore du rétropéritoine. Là. Fait qu'on peut pas, ça remplace pas le scan. Par contre, aide à bien identifier un saignement quand on a un patient instable. Il y a une belle utilité aussi pour éliminer la tamponnade cardiaque pour ce qui est des traumatismes pénétrants. C'est sûr qu'il y a des limitations au FAST, là, dans le sens que les patients hyper-obèses, des fois, ça peut être difficile, ou encore les patients qui ont beaucoup d'emphysème succute, ça peut être encore difficile aussi. Mais je pense que c'est de ne pas hésiter à répéter le FAST 15 minutes après de réanimation pour bien identifier et s'assurer qu'il n'y a pas de saignement au niveau abdominal. Parfait. Puis si on fait un petit rappel, c'est quoi la différence entre le FAST et le FAST étendu qu'on voit un peu plus souvent?
Ben, en fait, le FAS, normalement, comprend les 3 cavités au niveau abdominal, là, fait que, au niveau de l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, puis dans le bassin, puis également la tamponade, tandis que le FAS étendu va évaluer les plages pulmonaires à la recherche d'un épanchement ou d'un pneumothorax. C'est sûr que c'est plus sensible que la radiographie pulmonaire pour détecter un pneumothorax, donc il y a une belle utilité pour les urgentologues. Par contre, j'ai tendance à dire encore que ça ne remplace pas aucune imagerie. J'aurais tendance à faire pour un trauma haute vélocité. J'aurais tendance à faire quand même une radiographie pour voir un peu, évaluer le médiastin, évaluer les coupoles diaphragmatiques. Donc, toutes des choses qu'on ne voit pas à l'échographie, là. Excellent. Donc, justement, tu viens de parler de la tomographie axiale en trauma. Est-ce qu'on fait un PAN-scan à tous les traumatismes haute vélocité? Il n'y a pas de ligne directrice claire là, dans la littérature pour ça. C'est sûr que c'est beaucoup de jugement de l'équipe qui vous entoure avec les traumas que vous avez. Il y a eu plusieurs revues systématiques, là, plus dans les années 2013-2016, dans ce coin-là, là, pour essayer de voir est-ce que c'est meilleur faire un PAN-scan versus faire des scans sélectifs en fonction des blessures qu'on avait. Puis au final, on a remarqué qu'il y avait peut-être une tendance vers une diminution de la mortalité pour ce qui est des PAN-scans, mais au final, on a un article là, qui est une étude contrôlée randomisée qui a été apparue dans le Lancet en 2016 pour dire que non, il n'y avait pas d'impact sur la mortalité de faire un PAN-scan versus un scan sélectif. Puis au final, dans toutes ces revues systématiques-là, tu sais, on se rendait compte que les patients qui avaient eu des imageries ciblées au cours de leur hospitalisation réussissaient finalement à obtenir quand même un PAN-scan parce que, bon, le scan n'avait pas été imagé, mais finalement, le patient présentait des douleurs la journée après lorsqu'il était hospitalisé. Fait qu'au final, on ne sait pas. Je pense que c'est encore une bonne option de faire un PAN-scan pour des traumas haute vélocité là, qui ont l'air d'avoir plusieurs blessures. Je pense que c'est de ne pas hésiter. Là. Excellent. Donc, on trouve, disons, on fait le PAN-scan, on trouve plusieurs lésions traumatiques, disons, foie, rein, rate. Est-ce qu'il y a une imagerie de suivi à faire? Fait que les lignes directrices, ou en fait, les recommandations d'experts disent principalement pour les traumas grade 4, grade 5 pour la rate, de refaire une imagerie de contrôle, normalement dans un délai de 48 à 72 heures, là, pour s'assurer d'éliminer la présence de pseudo-anévrisme ou de fistules artério-veineuses. Fait que c'est vraiment les premiers jours post-trauma que les gens vont avoir tendance à développer des complications vasculaires. Là. Fait qu'il n'y aurait pas d'indication de refaire une imagerie 1 mois ou 3 semaines après son traumatisme, mais principalement dans la même hospitalisation de rescanner pour ce qui est des traumas de la rate. Pour ce qui est des traumas du foie ou trauma rénal, c'est pas recommandé pour le moment de refaire de l'imagerie de contrôle. Là. OK, donc si on revient un petit peu sur la rate, on trouve une fistule artério-veineuse ou un pseudo-anévrisme. Est-ce qu'il faut intervenir sur ça à 48 heures? Ça dépend. Fait que c'est pas toutes les pseudo-anévrismes ni les fistules artério-veineuses, là. Je pense que dès qu'on a ces trouvailles-là, je pense que c'est bon d'en discuter avec un radiologiste interventionniste. C'est eux souvent qui vont prendre la décision, est-ce que ça vaut la peine ou c'est vraiment très, très focal dans le parenchyme splénique. Puis des fois, ça va arriver qu'ils emboliseront pas ça. Excellent. Donc maintenant, on a fait le scanner, on décide qu'il faut opérer le patient, disons. Est-ce qu'il y a des points à retenir au bloc opératoire, des trucs qu'il faut jamais oublier, comment être systématique? Ben, tu sais, c'est tout dépendamment de... On s'enligne comment, là, est-ce que c'est vraiment une vraie de vraie laparotomie de trauma ou pas, là? C'est ça la question, mais je pense d'avoir une bonne communication avec l'équipe comme à l'habitude pour un cas de chirurgie générale qui ne va pas bien ou qui est instable, là. Pour le trauma, on dit de garder les bras à 90 degrés pour les accès veineux, pour les anesthésistes. Parfois désinfecter thorax ou encore jusqu'au genou, tout dépendamment si on a besoin de reconstruction vasculaire ou encore s'il y a des traumatismes au niveau thoracique. C'est toujours mieux d'être mieux préparé que d'avoir juste désinfecté un petit cadran sur l'abdomen. Ensuite de ça, tout dépendamment si la bedaine est pleine de sang ou pas, mais tu sais, se préparer des compresses, des suctions qui fonctionnent, penser au cell saver aussi dans ces situations-là pour récupérer le sang. Puis
Puis comme dans les livres, là, on dit de contrôler le saignement, adresser le saignement en premier. Fait qu'on s'attaque au cadran de l'abdomen qui saigne le plus en premier pour essayer de contrôler ça. Puis une fois qu'on a le contrôle au niveau du saignement, bien, ça serait de contrôler la contamination. Puis c'est d'avoir un peu une structure là, à l'exploration de l'abdomen, un peu comme les aiguilles d'une horloge. Fait qu'on commence à midi, puis on fait le tour finalement pour pas manquer de blessures. Fait qu'on part, peu importe, là, l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, on évalue tout le tube digestif, le diaphragme, les éléments du rétropéritoine aussi. C'est ça. Excellent. Maintenant qu'on parle, ça c'est un peu le patient instable, qu'on fait une laparotomie de trauma. Est-ce qu'il y a une place pour la laparoscopie chez un patient plus stable en trauma? Oui, je pense qu'il n'y a pas de consensus là, concernant les indications de la laparoscopie en trauma. Par contre, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'on ne fait pas ça chez les patients qui sont instables. Donc, patients qui ont des pressions qui sont maintenues avec des vasopresseurs ou encore une bonne instabilité là, des 90 de pression, ça serait pas une bonne idée de se lancer en laparoscopie chez ces patients-là. Pour les patients trauma crânien sévère, on aime moins ça aussi. Par contre, je pense de plus en plus en 2023, on a une belle place pour la laparoscopie. On fait plein de chirurgies en laparoscopie. Je pense que les gens sont beaucoup plus à l'aise que les années auparavant. Fait que je vois un beau rôle pour la laparoscopie en trauma pour ce qui est de l'évaluation d'un trauma occulte au niveau du grêle ou du côlon, ou encore une suspicion de lacération de diaphragme. Je pense qu'il y a une belle place à ce niveau-là aussi. Puis encore, même hémopéritoine, petite hémopéritoine, patient super stable, là, fait qu'il n'a pas reçu là, multiples transfusions sanguines. Je pense que ça pourrait être correct également, mais c'est sûr, c'est du cas par cas, puis c'est d'utiliser son jugement à ce moment-là. Parfait. Sur un autre sujet, l'INES a émis des lignes directrices concernant le trauma crânien. Je pense que c'était en 2021. Peux-tu nous en donner les grandes lignes? Oui, ben c'est ça. Ils ont fait un bel algorithme, l'INES, en 2021. C'est vraiment pour évaluer en fonction du Glasgow du patient à l'arrivée, en fonction des symptômes, s'il présente des nausées, des vomissements, tout dépendamment de l'âge aussi du patient que vous avez, puis également s'il y a prise d'antiplaquettaire ou non. Ça va déterminer si ce patient-là a besoin d'imagerie ou non. Puis en fonction des trouvailles à l'imagerie, le moindrement qu'il y ait des petits hématomes, des petites contusions, il y a des indications claires de soit transférer ou observer ces patients-là dans les centres secondaires versus transférer là, à l'équipe où il y a de la neurochirurgie dans le centre. Là. Parfait. Donc, je vais laisser en note de balado l'algorithme de l'INES. Ça change quand même un peu la donne pour ceux qui ne l'avaient pas lu auparavant. Pour la suite des choses, quelques petites situations spécifiques. Quelques mots sur l'hypothermie. Ben, je pense qu'on a parlé du A, B, C, D, fait que vraiment pas oublier le E, là, qui est un élément qui est vraiment important. Donc, dans le E, on expose bien le patient, puis c'est vraiment important de prendre la température du patient. Principalement là, avec nos traumatismes de l'hiver, les traumas de skidoo, de ski, qui ont resté longtemps dehors. On est vraiment surpris à chaque fois, là, mais ces patients-là, ils perdent leur chaleur rapidement. Puis, tu sais, c'est sûr que ça contribue à la dysfonction d'organes puis à la coagulopathie qui s'installe chez ces patients-là. Donc, bien important d'y penser. Et c'est important aussi dans le E d'évêtir les patients, examiner bien les patients également, là, principalement pour ce qui est des traumas pénétrants. Donc, examiner derrière le cou, le cuir chevelu, les aisselles, les aines. Donc, c'est important de porter une attention particulière à ça. Pour ce qui est des touchés rectales, de plus en plus délaissés, je dirais. On entend de plus en plus d'articles qui sortent pour dire est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un toucher rectal à tous les patients, là? Je pense que non. La réponse, c'est non. Mais plus important, si on a une suspicion d'un trauma médulaire, c'est sûr, ou encore un trauma pénétrant ou une fracture de bassin qui a pénétré le rectum, mais je pense que c'est important de faire un toucher rectal. Mais dans les autres situations, là, si le patient il présente aucune blessure puis il a juste eu un trauma face à face avec un auto puis il n'y a pas l'air d'avoir de lésion, s'il vous plaît, épargnez le toucher rectal. Maintenant, quelques mots pour la femme enceinte, autre situation spécifique. C'est sûr, c'est un gros sujet, tout dépendamment de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, tout ça. Il y a beaucoup de changements en grossesse.
Je pense que c'est important de rester systématique. C'est toujours une évaluation primaire de la mère en premier. Donc, on fait notre ABCDE chez la mère, on stabilise la mère. Puis une fois que ça c'est fait ou partiellement fait, on peut passer à l'évaluation du fœtus, là. C'est sûr qu'il y a des particularités chez la femme enceinte pour ce qui est du A, du B, du C. Je pense que comme chirurgien, principalement dans le B, je pense retenir que si vous installez un drain thoracique, toujours aller un petit peu plus haut, là, parce qu'avec la prise de poids ou une grossesse très avancée, ça va pousser les coupoles diaphragmatiques vers le haut. Donc, toujours mettre son drain thoracique un peu plus haut qu'à l'habitude, un espace là, plus haut qu'à l'habitude. Sinon, dans le C, je pense que c'est d'avoir une réanimation agressive de la femme enceinte parce que des fois, elle a l'air quand même relativement stable, mais son bébé peut être en détresse. Là, fait que c'est important d'être agressif. Pour ce qui est de cyclocapron, on pense que c'est sécuritaire de donner en grossesse la même dose que chez les adultes. Là, donc, important de le donner également. On va viser là, en choc hémorragique, vraiment un fibrinogène un peu plus élevé, fait que fibrinogène en haut de 2 pour avoir une coagulation adéquate chez la femme enceinte. Fait que ça, c'est pour ce qui est, tu sais, grosso modo, de la femme enceinte. Puis une fois que l'évaluation primaire est relativement stable, c'est d'évaluer le fœtus, donc d'avoir une histoire obstétricale. Est-ce que c'est un premier bébé, la position du placenta, tout ça. Ça va rentrer là-dedans, là, mais l'examen des organes génitaux, est-ce qu'il y a eu une rupture de membrane, est-ce qu'il y a du sang, du liquide amniotique à ce niveau-là. Puis également un monitoring fœtal là, qui rentre en ligne de compte autour de la 20e semaine pour voir est-ce qu'il y a des décélérations, des bradycardies ou des signes de détresse du fœtus. C'est de penser de mettre la patiente également en décubitus latéral gauche là, pour ce qui est des grossesses en haut de 20 semaines, là, fait qu'autour du nombril, normalement, on va la tourner un peu pour augmenter le retour veineux chez la patiente. Sinon, c'est sûr qu'il y a des recommandations là, dans la littérature. La Société des obstétriciens et gynécologues, là, ils ont émis des recommandations en 2015 là, pour ce qui est des lignes directrices spécifiquement pour les traumas chez la femme enceinte, puis les indications également d'hospitaliser ces patients-là. OK, parfait. Sinon, le dernier point qui est souvent lieu de discussion à la salle d'urgence, quand décider que le patient il est décédé, puis c'est fini, il faut arrêter les manœuvres? Fait que, tu sais, c'est l'arrêt cardiaque traumatique, c'est sûr que c'est un mélange un peu d'ACLS et d'ATLS. On n'aurait pas à masser les patients là, pendant une demi-heure avant de les déclarer décédés. Je pense que c'est super important de regarder quand que les patients arrivent en arrêt cardiaque traumatique. Premièrement, est-ce que c'est un trauma contondant ou pénétrant? Puis ensuite de ça, de regarder les signes de vie. Fait que le patient, il démontre ça encore des efforts respiratoires, ses pupilles, est-ce qu'ils réagissent? Le fast echo va être utile aussi dans ce coin-là également pour voir est-ce que le cœur, il se contracte encore un peu, est-ce qu'il fibrille ou il n'y a aucun mouvement. C'est sûr que si on n'a aucun signe de vie, patient âgé ou trauma blonde, c'est sûr que l'espérance de vie, le pronostic est très, très pauvre, là, fait qu'on pourrait se permettre d'arrêter. On parle souvent dans la littérature de peut-être 15 minutes, là, surtout pour les jeunes. Je pense que c'est correct de réanimer, de donner une couple de doses d'épinéphrine, décomprimer les plages pulmonaires également, donc de chaque côté. Puis si on n'a vraiment pas de signe de vie, avec cette réanimation-là, on n'a rien, mais je pense qu'on pourrait se permettre d'arrêter également. OK. Donc, on a fait un grand tour d'horizon de la prise en charge initiale du patient traumatisé. Avais-tu un message à envoyer aux auditeurs ou des petits points qu'on aurait oublié de couvrir? Non, je pense que c'est d'être resté calme, rester systématique là, quand vous avez des polytraumatisés ou plusieurs impliqués dans le même accident. Là, fait que c'est de bien faire son évaluation primaire pour chaque patient. Essayer de ne pas faire d'erreur de fixation puis d'anticiper ça va être quoi les prochaines étapes puis où on s'en va avec ce patient-là. On essaye des fois de garder en tête, dans 10 minutes, j'aimerais ça être arrivé au bloc opératoire ou au scan. Fait que c'est d'essayer de verbaliser ça aussi à votre équipe pour que les choses avancent.
Pensez à transférer rapidement les patients aussi, là, si vous n'avez pas les ressources nécessaires dans votre centre. Mais je pense que ça, en pratique, c'est quand même fait aussi avec l'expérience, là. Puis je pense de ne pas hésiter à faire un bon débriefing avec votre équipe, là. C'est principalement pour vraiment les traumatisants comme jeune patient qui est décédé. Des fois, le personnel va être un peu sous le choc. Fait que je pense que c'est de ne pas hésiter à faire un bon débriefing avec l'équipe. Oui, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.